Chine est devenue un important partenaire économique pour le développement du Bénin. Et les domaines dans lesquels cette coopération-là s'est matérialisée surtout, c'est le domaine de l'agriculture, le domaine des infrastructures. Et donc, en général, sur le plan du développement, depuis une cinquantaine d'années, la Chine s'est montrée constamment comme un partenaire important pour le Bénin. Je pense aussi que le volet économique de cette coopération-là n'est pas à négliger parce qu'on note quand même aujourd'hui une forte présence d'investisseurs chinois au Bénin et dans le même temps, parallèlement, on note que le Bénin se fait présent sur le marché chinois à travers un certain nombre de produits. 4 mois en Chine cette année, j'ai quand même pu observer la présence de certains produits béninois sur le marché chinois, notamment par exemple le cajou béninois qui est quand même très prisé en Chine. L'autre élément qu'on peut citer comme joyau au cœur de la coopération sino-béninoise, c'est quand même l'échangeur de Godomène dont les travaux ont été lancés, je crois, en 2008 par l'ancien président du Bénin, le président Boni Yahi, et qui est quand même en termes d'infrastructure routière un élément important qui permet de décongestionner la circulation dans la ville de Cotonou et qui, dans le même temps, fluidifie le trafic vers le corridor. Toujours pour parler de la présence des entreprises chinoises au Bénin, on peut évoquer rapidement le cas de Huawei par exemple, qui est très présent. J'évoque le cas de Huawei parce que c'est une entreprise qui est très connectée à la jeunesse et qui interagit avec la jeunesse en termes de formation, en termes de renforcement de capacités au plan des technologies de l'information et de la coopération. Donc, on peut dire que le modèle de coopération entre la Chine et le Bénin repose quand même sur un accompagnement technique et en même temps sur un accompagnement en termes d'infrastructure et sur un accompagnement financier, ce qui s'avère finalement comme une coopération assez fructueuse pour le Bénin. Ces dernières années, lorsqu'on interroge un peu les chiffres que nous avons, en tout cas au Bénin, on peut observer que les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin ont connu une croissance significative et au fil des années, on se rend compte que cette coopération-là, au plan économique, gagne en intensité, à tel enseigne qu'aujourd'hui, on peut clairement afficher, sans le risque de se tromper, que l'un des principaux partenaires commerciaux du Bénin, c'est quand même la Chine. De ma position d'observateur ou même de citoyen, je peux dire quand même que c'est une coopération qui est promise à un très bel avenir. Il convient peut-être pour les deux États de voir maintenant dans quelle mesure on peut intensifier cette coopération, dans quelle mesure on peut la renforcer pour permettre aux deux pays ou aux deux parties d'en tirer le meilleur profit. La salle à manger des athlètes se prépare pour les prochains Jeux asiatiques de Hangzhou. Le comité d'organisation a informé les médias du menu. Le menu destiné aux athlètes prend pleinement en compte les exigences en matière de sécurité alimentaire, de prévention et de contrôle du dopage d'origine alimentaire, de nutrition et répond aux différentes habitudes alimentaires des athlètes. Il intègre également les saveurs de la Chine et des pays étrangers. Le menu a été adopté par le Conseil olympique d'Asie. 6 plats ont été dévoilés en avance par le comité. Nous avons modifié la plupart des plats aux saveurs de Hangzhou. Certains assaisonnements comme le vin de cuisine et l'anis étoilé sont interdits aux sportifs. Mais nous espérons toujours leur présenter un avant-goût des saveurs de Hangzhou. La salle à manger comprend une section repas chaud, une section repas froid et à température ambiante, un espace boisson et une section ouverte. Elle comprendra 5 cuisines principales, à savoir les cuisines chinoises, est-asiatiques, du sous-continent sud-asiatique, du Moyen-Orient et européenne. Jusqu'à présent, près de 700 tonnes de vivres et d'ingrédients ont été stockés. La préparation de nos prestations de restauration est désormais finalisée. La nourriture et les ingrédients sont prêts pour la phase de préouverture du village des athlètes. Selon le comité d'organisation, la salle à manger des athlètes devrait commencer à recevoir les convives le 9 septembre.
ce que je comprends en discutant avec des ingénieurs ici, c'est que la région de Shirotse représente à peu près 10% de la production nationale de toute la Chine. Hein. Donc sur les 5,9 millions de tonnes de coton que produit la Chine. Et donc elle a un rendement par rapport au mètre carré qui est absolument énorme et qui dépasse celui de l'Australie et des États-Unis. Donc il y a une nécessité évidemment d'augmenter le plus possible la mécanisation de la production. Et on a visité aussi une usine d'irrigation. Là c'est comme l'eau est rare dans cette région, l'ensoleillement est magnifique, hein, ce qui explique aussi la possibilité de photosynthèse du coton, c'est exceptionnel. Mais l'eau qui vient des montagnes doit être utilisée de manière la plus automatisée possible, la plus mécanisée possible pour éviter la déperdition. Donc toutes les polémiques qu'on peut faire sur le travail humain sont complètement absurdes parce qu'il n'y aura pas de profit qui sera fait, plus on en paiera de personnes. C'est beaucoup plus on mettra la population dans les écoles pour faire des ingénieurs, pour comprendre ce processus. 40% des brevets maintenant sont déposés par la Chine. C'est parce que justement leurs enfants ils vont à l'école, ils ne vont pas justement dans les champs de coton ou dans des briqueteries comme en Inde. Il y a 10 millions d'enfants esclaves en Inde, hein, parce que là c'est un pays qui est complètement capitaliste, où là c'est l'anarchie de la production et on voit ce que ça donne. Donc justement c'est les nécessités internes de la production d'un pays qui a décidé unanimement de produire, qui a choisi le développement et pour sa population de manière démocratique, de toute façon parie sur l'automatisation. Donc voilà, là nous avons la preuve par A plus B, justement ce gigantisme de la production crée les conditions vraiment d'un développement pour tout le monde. Et là nous étions aussi à Shirotse, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une ville qui a été créée tout de suite après en 1949. Pourquoi? Parce que le président Mao Tse-tung avait décidé qu'on n'allait pas piquer de l'eau à la population locale, on allait créer toute l'armée, c'est le général Wang Chun qui a décidé de créer donc, cette ville pour en fait permettre d'irriguer, créer un système d'irrigation. Les militaires sont devenus des agriculteurs et ont créé en fait une ville nouvelle pour permettre justement de mettre en valeur toute cette région qui a à la fois énormément d'atouts et bien sûr des difficultés. C'est à la fois une région désertique avec ces montagnes, il faut arriver à amener l'eau. Et en même temps, ça crée vraiment une région essentielle pour le coton et qui bien sûr est un concurrent majeur des Américains au niveau du textile. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé cette basse polémique, cette polémique indigne pour calomnier la production de coton chinoise. Mais on voit bien que ça ne repose strictement sur rien. Il n'y a aucune image satellite de population esclave qu'ils ont pu donner. Voilà, donc on est tout à fait content de montrer non seulement qu'on a vu la production, là j'ai vu une filature totalement automatisée. Les ouvriers qui travaillent là, c'est pour vérifier que c'est du contrôle en mode 3.8 hein, sur le contrôle de la production, le contrôle des machines. Donc, et je peux vous dire c'est absolument gigantesque. Que j'ai déjà écrite et que je vais réécrire dans le livre que nous allons publier, c'est qu'en fait, il y a un service de l'ONU qui s'appelle la FAO, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, a fait un rapport sur les productions de coton dans le monde et ils ont conclu qu'il y allait y avoir une surproduction de coton. Et les pays qui exportent du coton sont les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et donc les États-Unis ont voulu éliminer un concurrent, la Chine, en lançant ce fake news, 500 000 esclaves dans les champs de coton. Et tous nos médias ont repris ça, tous. Ils n'ont pas cherché à vérifier, ils n'ont pas cherché à réfléchir pour que c'est impossible, c'est illogique. Pourquoi cette année 500 000 esclaves et pourquoi il n'y en avait pas avant? Alors que maintenant c'est largement mécanisé. Et pourquoi on n'a pas vu de photos satellites avec des esclaves? Pourquoi et combien de milliers de gardes il faut pour 500 000 esclaves? Tout ça, ils n'y ont pas réfléchi. Simplement, les États-Unis lancent un mensonge et l'ensemble des médias français, en tout cas, les reprennent. Et les Français disent, ben voilà, les t-shirts, le coton qui vient de Chine, il vient du Xinjiang, il a été fait par les esclaves. Et les Français répètent ça. Il y a même un footballeur célèbre en France qui avait un contrat publicitaire avec je ne sais pas quelle entreprise chinoise qui a rompu le contrat
à cause des esclaves dans les champs de coton. Ils peuvent dire n'importe quoi, les médias, les Américains peuvent dire n'importe quoi, nos médias le répètent et ça devient une réalité. Et moi je savais, avant de venir ici aujourd'hui, que ce n'était pas vrai. C'est tout à fait illogique. C'est même pas la peine de venir le voir. On sait que c'est illogique, ça ne correspond pas à une logique quelconque. Les 500 000 esclaves, il aurait dû les trouver il y a 10 ans, peut-être, s'ils avaient voulu. Mais il y a 10 ans, ça ne les intéressait pas. Maintenant, c'est devenu pour eux important d'éliminer la Chine. Et comme ça, ils ont comme concurrent l'Inde, qui est un pays ami, et puis eux. C'est ça, l'explication est là. Et toujours, quand il y a une accusation contre la Chine, moi je cherche la raison. Vous savez, moi j'ai écrit des romans policiers, et dans les romans policiers, on dit chercher à qui profite le mobile, à qui profite le crime. Voilà. Pourquoi ils font ça? Dans le théâtre grec, quand quelqu'un parlait, pour savoir ce qu'il disait, pour comprendre, on lui disait « De quel lieu me parles-tu » Si tu me parles depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. Si tu me parles de la Chine depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. L'information sur les 500 000 esclaves, à qui ça profite? À qui profite le crime? Ça profite aux États-Unis. Donc il faut toujours chercher ça. Et moi, c'est un peu mon travail de faire ça. Je suis un peu spécialiste des médias et je fais ça. Pour moi, c'est pas très difficile. Dans une démonstration de solidarité et de coopération internationale, les membres du gouvernement comorien et l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores se sont réunis ce mercredi pour une visite spéciale du tout nouveau bâtiment du Centre hospitalier universitaire national El Marouf. Cette mission avait pour but de scruter de près l'état d'avancement des travaux alors que le projet entre dans sa phase finale. La plus grande œuvre, je pense, de l'histoire de ce pays puisqu'il s'agit de l'hôpital Al Marouf. Vous savez que son Excellence le Président de la République a fait de la santé sa priorité pour rendre compte à son Excellence parce qu'il est très inquiet. Il est très inquiet parce qu'il veut que cette œuvre avance. Les travaux de construction de ce centre hospitalier de Pointe avancent à un rythme impressionnant et il est en train d'atteindre l'objectif attendu. Accompagnés de l'ambassadeur chinois, les membres du gouvernement ont inspecté minutieusement le bâtiment, tels que le terrassement, l'assainissement, le plancher et la toiture. Cette visite a permis une évaluation en profondeur du travail accompli jusqu'à présent. Avec le soutien des départements comoriens, ce projet est bien avancé. Ce projet de l'hôpital El Marouf, c'est un projet d'amitié et de fraternité entre la Chine et les Comores. Cela manifeste l'attention du gouvernement comorien pour la santé et le bonheur de la population. L'ambassade de Chine va soutenir l'équipe de ce projet pour faire des avancements. La délégation a exploré les différents niveaux du bâtiment, permettant une appréciation directe du travail méticuleux effectué par les maçons. Parmi les observations notables, on peut citer la conception soignée du bâtiment ainsi que l'anticipation de la phase de réception des travaux actuellement en cours de mise en forme. Donc il y aura, comme j'ai dit, les trois derniers niveaux qui sont alloués aux hospitalisations, donc les lits d'hospitalisation. Et vous avez normalement le rez-de-chaussée qui est consacré aux salles de consultation et au premier étage aussi la moitié du premier étage. Ça on a des salles de consultation. Au rez-de-chaussée également, on a une aire qui est réservée à tout ce qui est imagerie médicale. Et la quatrième aire, c'est les urgences. Puis la secondaire, les deux aides, donc on a tout ce qui est maternité pour l'enfant. Au deuxième étage, maintenant, c'est encore un bloc encore technique, tout ce qui est réanimation, tout ce qui est bloc opératoire. Après cette visite approfondie, les deux parties se sont réunies pour discuter des derniers détails et des plans à mettre en œuvre pour finaliser les travaux restants au cours des prochains mois.
Le directeur de l'entreprise chinoise en charge de la construction a profité de cette occasion pour fournir un compte-rendu détaillé des défis rencontrés tout au long du chantier, notamment en ce qui concerne le décompte financier et les retards de paiement par rapport à la banque. Les fortes pluies récentes ont également été un obstacle supplémentaire, rendant le travail plus ardu. Notre travaux a obtenu beaucoup d'efforts, beaucoup de support du gouvernement comorien et aussi la mission de contrôle. C'est sûr que la mission pour nous c'est trop lourd, puisque pour réaliser une hôpital si grand, moderne et si grand comme ça, on a beaucoup de choses à faire. On a rencontré beaucoup de difficultés. On remercie pour notre maître d'ouvrage de nous aider à accélérer, par exemple, sur la partie des décomptes. Mais ce n'est pas assez efficace. La banque toujours retardé le paiement. Sur la partie d'approvisionnement des matériaux, nous espérons que le gouvernement nous donne des facilités pour faire le dédouanement, puisqu'il reste peut-être vers 50 heures. Pour les télétravaux, il y a quelque chose d'imprévu. Par exemple, nous sommes bientôt la saison de la pluie. Il y a beaucoup de contraintes sur le soudure pour le renforcement de notre mur rideau et aussi pour la partie de toiture. Et l'autre, même pour le peinture, c'est pour ça que il y a quelque chose, c'est imprévu. Mais on a la confiance, on peut le faire avec succès. Enfin, il convient de noter que les autorités compétentes ont fixé le 31 décembre 2023 comme date butoir pour la livraison du bâtiment. Un budget conséquent de 32 milliards de francs comoriens a été alloué à ce projet, couvrant 40% des travaux déjà entrepris. Cette visite symbolique renforce les liens entre les Comores et la Chine, illustrant l'engagement commun envers le développement et le bien-être de la population comorienne, tout en mettant en lumière les défis et les réalisations de ce projet d'envergure nationale.